Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez suivre sur votre plateforme audio préférée et n'oubliez pas d'aller nous suivre également sur les réseaux sociaux. On a des comptes Instagram, Facebook ou Twitter. Laissez-nous un commentaire ou une question ou un petit like, ça nous fera super plaisir. Tiens, d'ailleurs, en commentaire, j'aimerais avoir votre avis sur quel 5 majeur va démarrer la saison pour nos Mavericks. Alors, on est le 2 octobre, on enregistre cette émission, le camp d'entraînement des Mavs vient de démarrer. Le premier match de saison régulière est dans 3 semaines et le premier match de pré-saison, c'est dans 5 jours. Ça arrive, la saison de NBA démarre et je sens que l'excitation au sein du staff de Howdy Mavs est en train de monter. Alors, pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Quentin. Salut Quentin. Quentin, vu que tu gères l'excellent compte Twitter Dallas Mavs France, est-ce que tu peux nous dire si tu sens de l'agitation sur ton compte en ce début de mois d'octobre? Salut Barn. Alors, ouais, il commence déjà à avoir un petit peu d'agitation, ça reste léger, mais on sent qu'on est sorti de l'été. Hier, il y avait ce week-end, il y avait le Media Day avec toutes les phrases qu'on aime entendre, hein, qui sont très très bateaux. Mais je l'ai bien senti aujourd'hui, là, il y a une petite blessure de Luka pour une semaine, et quand j'ai tweeté ça, j'avais déjà pas mal de gens qui étaient à fond en disant mais c'est pas vrai, c'est la saison vient à peine de commencer, on est maudit, etc. Bref, on sent que les Mavs manquent à beaucoup de gens. Et puis nous y compris, hein, clairement. Donc on a très très hâte de commencer à analyser de la pré-saison comme chaque année. C'est un régal d'analyser de la pré-saison. Bref, on a hâte. Et je suis accompagné aussi de Nico, correspondant à Dallas pour Howdy Mavs. Alors Nico, est-ce qu'à Dallas, les gens commencent à parler des Mavericks ou est-ce qu'ils sont encore concentrés sur leur saison de football américain? Ouais, est-ce qu'ils sont encore fascinés par la médiocrité récurrente des Dallas Cowboys? Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Non, ça fait quelques jours, je suis comme Quentin, ça fait quelques jours qu'il y a une excitation là. On sort enfin de longs couloirs de l'attente de reprise de la saison. Donc il y a quand même une certaine excitation, le Media Day, pas mal de photos, de petites déclarations. Il y a eu une super déclaration de Klay Thompson au Media Day. Donc non, ça commence à se rapprocher. Donc il y a une vraie excitation. Donc ça les éloigne un peu plus des Dallas Cowboys, ce qui est une très bonne nouvelle. Ok, bon, alors aujourd'hui, on enregistre notre 9e émission de Howdy Mavs. C'est déjà la 9e, les gars. Et on va se focaliser entièrement sur cette saison qui arrive, la saison 2024-2025. Et pour ce faire, on va d'abord faire un état des lieux de l'équipe à la sortie de la saison dernière. Et on va voir aussi notre roster, les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, comment ça va impacter les performances de l'équipe. On va vous donner les clés pour cette saison. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour que ça soit aussi réussi que la saison dernière. Et puis, on va passer en revue notre 5 majeur. On va vous dire qui sera ou ne sera pas dans la rotation, quel joueur clé à suivre pendant toute la saison. Et en fin d'émission, j'espère que vous nous donnerez un petit peu vos pronostics pour la saison à venir. On va bien sûr enregistrer tout ça et on les ressortira à la fin de la saison. Donc, faites gaffe, les gars. J'ai préparé quelques questions un peu tranchées à vous poser. Vous n'avez pas vu les questions, donc j'ai hâte de voir vos réactions. Est-ce que ce programme vous convient, les amis? À fond. Parfait. Bon, alors c'est parti, on y va. Donc, les Mavs sortent de cette saison 2023-2024, une saison assez extraordinaire. On le sait, ils ont atteint la finale NBA. Je redonne un peu les chiffres, hein, depuis la trade deadline, c'est-à-dire depuis l'arrivée de PJ Washington et de Daniel Gafford. On était en saison régulière 20 victoires, 6 défaites, sachant qu'il y a au moins 2 défaites qui étaient des matchs qui comptaient pour rien. Donc, autant dire que les Mavs étaient une équipe qui était en forme du moment. C'était probablement l'équipe la plus en forme de la fin de saison dernière. Ils ont confirmé en play-off en passant 3 tours de play-off contre des gros calibres de la conférence Ouest. Avant, on le sait, de perdre contre Boston en finale. Mais tout ça pour dire que l'année dernière, on les attendait vraiment pas à ce niveau. Autant cette année, ils sont très attendus. C'est un des contenders de la Ligue, un des favoris pour le titre. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais vous allez voir que dans cette émission, on va quand même être assez positif sur nos Mavericks. On est bien sûr au taquet. Bon, alors on va démarrer en fait avec, comme je le disais, un état des lieux des Mavericks.
Et je vais te demander à toi, Quentin, de nous rappeler en fait qu'est-ce qui fait la force des Mavs, pourquoi ils étaient si en forme en saison dernière, pourquoi ils sont si difficiles à jouer et sur quoi ils peuvent se reposer pour réussir la saison à venir aussi bien que l'année dernière. Oui, bien sûr. Alors, déjà, on va évidemment parler des maps sur la seconde partie de saison dernière. Quand je vais parler des forces de cette équipe, comme tu l'as dit, c'est après PJ Washington et Daniel Gafford. On a en fait une équipe qui est très atypique dans le sens où on a deux porteurs de balles qui sont élites, donc en la personne de Kyrie et Luka, deux joueurs qui sont capables de créer, qui sont quand même aux antipodes sur beaucoup de secteurs, notamment le jeu off-ball pour l'un qui est quasiment inexistant, pour l'autre qui est absolument exceptionnel, pour Kyrie. Et on a réussi, donc avec l'arrivée des joueurs à la trade deadline, à articuler autour de ces deux joueurs une équipe qui défensivement est très solide sur plusieurs secteurs. Les lignes extérieures avec un PJ Washington et l'an dernier un Derrick Jones Jr. Et surtout, et c'est le gros changement des Dallas Mavericks, c'est un secteur intérieur qui défensivement tient la route. Et quand je dis défensivement, c'est d'un point de vue dissuasif, mais aussi d'un point de vue du rebond, que ce soit un rebond offensif ou défensif. On a une équipe qui est très solide, qui a beaucoup de secondes chances et qui en laisse assez peu à l'adversaire. Ce cocktail nous donne, grosso modo, pour faire simple, une équipe qui offensivement est très bonne, car elle a à la baguette un des meilleurs joueurs offensifs, si ce n'est le meilleur joueur offensif du monde à la main, et autour des joueurs qui permettent d'avoir une défense qui est au minimum dans les mauvais jours correcte. Et donc ça nous permet d'avoir quasiment toujours des matchs où il y a beaucoup de points qui sont scorés et assez peu de points encaissés avec cette défense qui reste stable et qui peut nous compenser dans les jours où l'attaque est moins bonne, ce qui nous fait qu'on a une équipe qui gagne beaucoup de matchs grâce à ça. Ouais, tu l'as dit en l'intérieur, tu as parlé défensivement, mais offensivement, Gafford plus Lively, j'ai noté l'année dernière, en saison régulière, 20 points, 14 rebonds, 3 contres et 76% au tir. Gafford, meilleur pourcentage au tir de la ligue. Ouais, Est-ce que je me trompe? Ouais. c'est pas étonnant avec un joueur comme Luka Doncic. Alors, je les ai pas là, mais j'aimerais bien regarder ses pourcentages avec Washington. Je pense qu'ils étaient inférieurs. C'est sûr que ça aide quand on a un Luka Doncic à la baguette pour avoir des très très bons pourcentages au tir. Mais comme je disais, c'est aussi un joueur qui va récupérer beaucoup de rebonds offensifs. Et les rebonds offensifs, en général, ce sont des tirs qui sont convertis dans la seconde ou dans les 2 secondes après la prise de rebond et qui sont à très haut pourcentage parce qu'on est juste en dessous du cercle. De ce point de vue-là, Gafford, c'est une vraie bête. Hein, donc, c'est pas un chiffre qui me surprend. Et tu nous as parlé du duo Luka-Kyrie. Nico, est-ce que tu penses que c'est le meilleur duo de la ligue? Sur les bases arrières, en tout cas, ça y ressemble de très près, en fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Quentin, un peu atypique, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire où on a un duo meneur arrière, deuxième arrière de aussi gros calibre. La configuration plus classique, c'est quand même plutôt d'avoir enfin, le meilleur schéma, d'ailleurs, c'est plutôt le schéma arrière-pivot. Donc, c'est un peu l'école Kobe et Shaq. Ou à la limite arrière-ailier. Donc, si tu prends des références de vieux, tu diras Michael Jordan et Scottie Pippen. C'est souvent plutôt ce format d'équipe qui a amené, qui a plutôt gagné un peu des matchs et des championnats et compagnie. Mais je dirais que sur Luka et Kyrie, là où ils sont forts, c'est, je dirais, du duo d'arrière en fait, parce qu'ils sont quand même tous les deux très polyvalents, capables de mener la création, mais ils savent jouer sur les deux postes. Et ils alternent bien ça. Quand tu reprends dans l'histoire un peu des duos comme ça, franchement, la meilleure comparaison que je puisse te trouver, c'est vraiment une comparaison de vieux, c'est les Bad Boys de Détroit, Isaiah Thomas et Joe Dumars. Donc on part d'une équipe qui a gagné le titre, qui a gagné 2 fois le titre dans les années 89-90. Donc c'est pas exactement avant-hier. Mais ouais, mais en tout cas, pour répondre à ta question, ouais, je pense en tout cas, ouais, très proche, pour ne pas dire le meilleur duo d'arrière de la ligue. Parce que moi, ça me fait penser, quand on parle de duo d'arrière, maintenant qu'on en parlera après, hein, de Klay Thompson, l'époque Steph Curry-Klay Thompson, qui était un duo absolument phénoménal, du Klay avant sa blessure. La grosse diff, comme tu l'as dit, Nico, c'est qu'on a deux joueurs qui peuvent jouer aussi au poste 1, là où pour Klay Thompson, c'était pour moi le meilleur arrière de la ligue, un arrière pur, mais par contre, il pouvait beaucoup moins jouer meneur. Les deux étaient très très bons, mais là, on est vraiment sur deux joueurs qui
C'est même pas limite une traction arrière 1-2, c'est limite deux postes 1 qui sont là, mais par l'intelligence de son jeu, Kyrie arrive à s'adapter. Et c'est ce qui fait que cette arrière est si atypique et rare dans la ligue. C'est marrant parce qu'on a eu des années de vaches maigres à la main. Ouais. On a eu aussi d'énormes et très longues années de vaches maigres à l'intérieur et sur le poste de pivot. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment, on compense incroyablement. On a deux pivots de gros niveau, mis en valeur effectivement par Irving et Doncic, mais quand même deux pivots très solides qu'un paquet d'équipes NBA pourrait nous envier. Et on a effectivement ces deux créateurs élites pour les Mavs. Donc là, on est carrément spoil, comme on dirait en anglais. Alors Nico, malgré tout, les Mavs perdent en finale contre Boston. On avait quand même l'impression qu'il y avait une classe d'écart. Quels sont les points améliorés pour les Mavs pour prendre encore ce step forward? Désolé pour l'anglicisme. Oh, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, c'est une saison exceptionnelle l'année dernière. On ne les attendait pas aussi haut, on ne les attendait pas en finale. Et je pense que même eux, je ne dirais pas qu'ils ne se voyaient pas en finale parce que forcément, tu es ambitieux et tu as envie d'aller tout en haut. Mais malgré tout, il y a répété, et ça va être pour moi l'enjeu d'ailleurs de cette année, c'est répéter l'exceptionnel, répéter ce qui est difficile, hein, répéter des performances de top niveau pour t'imposer vraiment au sommet d'une conférence Ouest ça va être la guerre. Hein. C'était déjà la guerre l'année dernière, ça va être encore plus la guerre cette année à mon avis. Donc je dirais qu'il y a plus d'expérience cette année, ce qui manquait comme l'année dernière. Il y a à mon avis plus de temps en commun passé. Comme tu l'as bien dit, Quentin, l'équipe reste relativement le vécu commun pour certains joueurs, dont Washington et Gafford, est quand même limité. Donc, je pense que ce vécu commun, il va aider. Et puis, on en a dit plusieurs fois, hein, je pense que c'est la défense d'équipe et pas que la défense de 2-3 joueurs. Je pense que ça, c'est ce qui manquait et ils ne gagneront pour moi que si l'équipe dans son ensemble est au taquet défensivement. Mais il y a un point que je suis étonné que tu ne cites pas, c'est qu'il m'a semblé qu'après la trade deadline, il y a eu un changement au niveau des tirs extérieurs. C'est-à-dire que les Mavs à 3 points, avant la deadline, notamment avec Tim Hardaway Jr., avaient un pourcentage au tir qui était pas mal. Et c'était une des équipes qui tirait le plus à 3 points en plus. Mais après la trade deadline, ce pourcentage a vraiment baissé. Ils arrivaient quand même à gagner des matchs malgré ça. Mais est-ce que c'est pas un élément qu'il a fallu adresser pendant l'été? Moi, je dirais que la configuration d'équipe a un peu changé post-trade l'année dernière. Elle a encore probablement plus changé cet été avec l'arrivée de Klay Thompson. On avait Tim Hardaway Jr. Qui était notre spécialiste shoot extérieur qui était au fond du gouffre sur la deuxième partie de l'année. Après, on peut l'aimer, pas l'aimer. Dans le fait il était vraiment en crise de confiance et il est parti assez logiquement. On a perdu Josh Green, qui était un autre ailier qui nous apportait aussi moins régulièrement, mais du shoot extérieur. Là, on récupère un vrai spécialiste. Avec Klay Thompson, on récupère une énorme menace extérieure. Et clairement, ça va être son rôle numéro 1. Enfin, on l'attend pour enfiler les shoots extérieurs sur les bonnes passes de nos meneurs créateurs. Donc là, ouais, l'équipe change encore plus. Je pense qu'on perd en défense avec malheureusement le départ de Derrick Jones Jr. On gagne offensivement avec une grosse menace extérieure. Et Klay Thompson qui, on va se lancer encore dans les pronos, on va attendre la fin de l'année, mais qui doit être sur des chiffres de shooter extérieur élite. C'est ce qu'on attend de lui. Enfin, si Gafford est capable d'arriver à ce pourcentage de réussite dans les shoots intérieurs avec les bonnes passes, on peut se dire que Klay Thompson devrait avoir des pourcentages de shoot extérieur de haut niveau également. Alors, tu nous as parlé de certains départs et arrivées. Quentin, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là sur le roster actuel des Mavs, tous les joueurs qui sont actuellement dans l'équipe, pour qu'on soit tous d'accord? Ouais, alors bon, pour ce qui est poste 1 et 2, donc on a évidemment Luka, Kyrie. Je vais mettre Klay Thompson là dans cette catégorie, les postes 2. On a aussi Jaden Hardy, Dante Exum, Spencer Dinwiddie qui est arrivé, et aussi le magnifique prénom Quentin Grimes qui nous a rejoint. En forward, on a donc Naji Marshall, PJ Washington, Maxi Kleber, Olivier Maxence Prosper, un autre francophone,
Et nous avons 2 joueurs, mais il y en a un des deux qui ne pourra pas faire partie du roster parce que c'est 15 joueurs maximum, Markieff Morris et AJ Lawson. Un de ces deux, normalement, ne fera pas partie du roster. Et enfin, au poste 5, on a Derek Lively, Daniel Gafford et le Mavericks qui est là depuis le plus longtemps, Dwight Powell, évidemment. En two-way, on a Kessler Edwards, un ailier, et Brandon Williams, un meneur. Il reste encore une place chez les two-way. Donc voilà pour notre effectif aujourd'hui. À la fin du training camp, voilà, c'est là où le staff fera son choix pour arriver à un roster final de 15 joueurs plus 3 two-way contracts. Ok, rappelle-nous les joueurs qui sont partis cet été. Eh ben alors, par rapport à la free agency, on a évidemment Derrick Jones Jr. qui a choisi pour le même montant, mais bon, on n'a pas remis le couteau dans la plaie, les Los Angeles Clippers. Josh Green qui est parti donc à Charlotte dans le cadre du trade de Klay Thompson où il fallait en fait envoyer de l'argent, et Tim Hardaway Jr. Qui du coup est parti au Detroit Pistons, l'équipe qui donne le moins envie de la ligue. Oh, le Donc petit voilà. couteau balancé là sur les Pistons. Ah bah, trouvez-moi une équipe qui donne plus envie, moins envie à regarder que les C'est Pistons. compliqué en même temps, Détroit. C'est compliqué. J'adore la Avec franchise, mais c'est Tobias compliqué. Harris, enfin bref, il y a une. Bref. À part les Donc, Wizards, je pense que c'est difficile de faire pire. ouais, oui, on a nos Français au Wizard. Donc voilà, au niveau des arrivées, on a quand même globalement un noyau qui reste très similaire, hein. Quand vous regardez les joueurs qui ont joué le plus de minutes sur la deuxième partie de saison régulière sur les playoffs, à part Derrick Jones Jr., on a gardé le noyau, hein. Comme tu dis, Nico, Tim Hardaway, à la fin, il jouait plus beaucoup à cause de ses performances. Et Josh Green, c'était un peu en dents de scie. Il y avait des matchs qui il jouait pas vraiment, hein. Donc, on a vraiment su garder ce noyau. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur est-ce que les Mavs se sont améliorés cet été? Donc, le départ de Hardaway, Jones et Green, arrivée de Klay Thompson, Marshall, Grimes et Dinwiddie. Est-ce qu'au final, c'est à votre avis, bien sûr, le temps nous donnera ou pas raison, mais est-ce qu'à votre avis, c'est une amélioration dans cette équipe? Il faut qu'on se mouille, je crois, hein. C'est important de se mouiller. Ouais, mouillez-vous. C'est pas très dur de. Là, Pour moi, on oui. se mouille avec de l'eau à 35 degrés, hein. C'est clair. Enfin, Non, pour moi, évidemment, ils sont améliorés. Ils sont améliorés et ils ne sont pas améliorés, à mon avis, juste par les changements de joueurs. Je pense qu'ils vont s'améliorer par le vécu collectif. Je pense vraiment que le fait d'avoir une ossature d'équipe similaire, ça va les aider au quotidien. Tu as l'impression qu'il y a une super ambiance dans l'équipe là. C'est toujours pareil, quand tu as des bons résultats, il y a toujours une bonne ambiance, hein. Ça, c'est une vérité générale. Mais malgré tout, je pense que ce vécu collectif va aider. Et après, on va voir ce que va donner Klay Thompson. Mais ça semble un ajout supplémentaire important à l'équipe. On perd, oui, j'aurais bien gardé Josh Green, hein. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire à Charlotte d'ailleurs. Mais globalement, on n'a pas perdu grand-chose. Et on se renforce, à mon avis, de façon au poste nécessaire et avec des joueurs plutôt sûrs. Et si vous avez vu un peu les commentaires de Klay Thompson ces 2 derniers jours, il y a un truc qui est sûr, il a faim de fou, notre ami Klay Thompson. Il a vraiment envie de prouver à tout le monde. Il est quand même pas content du tout de ces 2 dernières années à Golden State. Il arrive, il a faim, il veut se venger et j'espère qu'il va nous le montrer. Alors, je vais juste faire l'avocat du diable pour essayer de lancer un peu le débat. Si Klay Thompson est dans le 5 à des minutes, on en reparlera bien sûr du 5 tout à l'heure, mais on remplace finalement Derrick Jones par Klay Thompson. Alors, offensivement, c'est pas mal. On se dit, Klay, c'est quand même un des meilleurs shooters de la ligue. Mais est-ce que défensivement, les Mavs vont réussir à tenir la route avec, sur le parquet, Luka Doncic, Kyrie Irving, plus Klay Thompson? Est-ce que ça, c'est pas un problème qu'il va falloir gérer? Pour moi, clairement, c'est l'aspect qui me fait le plus peur dans ce trade et dans ce remplacement, comme tu dis, de Derrick Jones Jr. par Klay Thompson. Bon, j'ai l'impression que la fanbase des Mavs est quand même assez mature pour bien comprendre qu'on ne reçoit pas le Klay Thompson d'avant blessure, le quintuple All-Star, etc., etc. On reçoit un joueur qui a eu 2 blessures très très importantes. Ça va rester un très bon shooter, mais il a perdu de son explosivité, notamment défensive. Et
je veux pas dire que j'ai peur, mais ça va être pour moi le plus gros challenge de Kid et de son staff, d'arriver à bien balancer les minutes de ces 3 joueurs, car effectivement, face à certaines équipes, ça va suffire. Face à d'autres, je pense que ça sera pas suffisant d'avoir défensivement d'avoir ces 3 joueurs en même temps, et il va falloir jongler, notamment avec du Najee Marshall, pour peut-être n'avoir que 2 de ces 3 joueurs en même temps sur le terrain pour garder un niveau défensif euh, qui est correct. Donc j'espère me tromper et être positivement surpris du niveau défensif de Klay Thompson, mais pour moi c'est le plus gros challenge. Euh, Moi, j'ai 2 trucs à ajouter quand même parce que ça fait écho à ce que je disais. Pour moi, enfin, les Mavs ne gagneront globalement, ils ne passeront un palier que si on a l'ensemble de l'équipe qui se met à défendre. Alors, je ne parle pas de transformer Luka Doncic en meilleur défenseur de l'année, mais au moins de faire le minimum syndical régulièrement et d'envoyer des messages de « je suis impliqué défensivement ». Parce que c'est sûr que si on a 3 joueurs qui ne défendent pas, alors là, on est très mal barré. Ça va me même rappeler une certaine époque des Mavs. avec la meilleure volonté du monde, les capacités physiques de Luka, de Kyrie ou de Klay Thompson, que ce soit par leur âge, par leur hauteur ou par leur matière grasse, leur IMC pour certains, enfin, c'est pas des Derrick Jones Jr., tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Même avec, effectivement, Après, il va leur falloir une détermination de fou, mais face à certaines équipes qui auront un poste 2-3 extrêmement bon, bon, il y a plein de façons d'être bon défensivement. Et d'ailleurs, je pense que Kyrie l'a montré pendant les playoffs. Moi, je n'ai pas dit que Kyrie, c'était une impasse défensive pendant les playoffs. Hein. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Et à leur niveau, ils vont devoir montrer qu'ils sont impliqués défensivement. Et après, le deuxième truc, c'est pas parce que tu es dans le 5 que tu vas jouer 40 minutes par match. Je pense que je vois difficilement un scénario où Klay Thompson ne commence pas les matchs. Il va forcément être dans le 5. Ça semble difficile d'imaginer l'inverse. Par contre, il va forcément partager du temps de jeu avec d'autres joueurs. Marshall, évidemment, mais je pense qu'il y a d'autres candidats potentiels sur le poste numéro 3. Et ça va probablement être la variable d'ajustement de Jason Kidd pour garder un certain équilibre d'équipe. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Parce qu'effectivement, c'est très offensif, mais à eux aussi de montrer, dans leur proportion, un peu une capacité à défendre. Je pense honnêtement que tous les 3, sans être des défenseurs élites, évidemment, il y a des messages envoyés, il y a des minimums à faire, et ça tirera l'équipe vers le haut. Donc l'équipe, tu parles d'offensif. Est-ce que c'est une équipe du coup qui est portée vers l'attaque? Est-ce que tu penses que ça va un peu changer? Parce que Kidd a quand même tendance à privilégier la défense, mais est-ce que tu crois qu'avec ce roster, on passe à une équipe qui est plus portée vers l'attaque? Moi, je dirais qu'il y a plus d'alternatives possibles. Ça ne répond pas à ta question, mais je pense qu'il y a plus d'alternatives. Et je pense qu'on a moins de Luka dépendance offensivement. Ce qui est une très bonne nouvelle. Je le verrais comme ça, moi. On a plus de joueurs capables de scorer, capables de mettre 30 points un soir. On a plus plus d'options que l'année dernière. Et je pense que le succès de Dallas, il viendra justement en ayant plus d'options offensives que l'année dernière. Ok, donc on l'a compris, vous êtes quand même hyper positif. Je suis pas trop d'accord avec Nico sur ça. C'est-à-dire que pour moi, quand tu as Luka Doncic dans un effectif, tu as une équipe qui est effectivement héliocentrée sur un joueur. On arrive à la construire d'une très bonne manière avec Kyrie à côté qui s'adapte parfaitement. Mais ça reste quand même l'équipe de Luka, et c'est Luka qui va mettre en valeur les différents joueurs autour de lui. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, pour moi, on est effectivement une équipe qui est plus portée vers l'attaque que vers la défense. On a une bonne défense, voire une très bonne défense, et c'est excellent et c'est nécessaire pour une équipe qui veut gagner le titre. Mais on reste, je pense, une équipe tournée vers l'attaque, et aussi qui est évidemment organisée autour d'un joueur phare. On apporte un joueur comme Klay Thompson qui, je pense, peut vraiment s'inscrire dans ce système. Il y a un peu moins de Luka dépendance pour ce qui est aussi de la saison régulière. On va pouvoir un peu plus le faire reposer, etc. Mais le fond de jeu de cette équipe, ça passera toujours globalement
par Luka Doncic, et c'est comme ça qu'on va Ouais, être les meilleurs. Hein. Je dis pas l'inverse, Quentin. Ce que je dis simplement, c'est que le scoring va probablement être moins dépendant de Luka, et je pense que le banc est plus riche que l'année dernière pour apporter des alternatives, notamment dans des matchs plus faciles, dans des back-to-back. Enfin, je pense qu'on ne va pas se retrouver normalement dans des scénarios où Luka doit jouer tous les matchs de toute l'année constamment. Il doit marquer 35 points à chaque fois. Je pense que ce que Klay Thompson notamment peut lui apporter, c'est aussi un peu plus de passing game et moins être dans l'obligation de j'ai que des bras cassés autour de moi. Ils mettent pas un shoot, à moi de prendre le scoring à 100%. C'est ça, on en parlera peut-être plus tard, mais je pense pas qu'on revoit un Luka à 34 points et je n'espère pas qu'on revoit un Luka à 34 points de moyenne par match. Peut-être que les passes vont augmenter, mais le scoring doit effectivement un peu descendre. Et pour finir, parce que la question de base était aussi est-ce que les Mavs se sont renforcés cet été? Et moi aussi, je suis d'accord, hein, ils se sont renforcés. Et je trouve aussi qu'il y a un peu plus de profondeur, notamment sur les lignes arrière. On a un peu plus de certitude, que ce soit pour du Hardy qui m'a rassuré, Dante Exum qui m'a très positivement surpris en saison régulière, et le retour de Dinwiddie, où vous savez, je suis plutôt content qu'il soit de retour pour un 15e homme. Ça nous donne cette profondeur qui va nous faire du bien sur la saison régulière. Comme tu as dit, Nico, on ne veut pas avoir des cas où Luka fait tout et Kyrie font tous les back-to-back. On a un effectif qui est plus profond pour la saison régulière. Après, par contre, pour les playoffs, on a gardé le même noyau et juste, voilà, on a effectivement Thompson qui arrive, mais ça va rester globalement pour moi la même équipe que ce qu'on a eu l'an dernier. Et puis, c'est une très bonne chose. Et puis, de toute façon, après, il y a deux réalités. Hein. C'est toujours pareil en NBA. Hein. Tu as la réalité de la saison régulière, où tu vas probablement faire tourner avec l'accumulation des matchs et plein d'autres choses, où tu vas voir garder tout le monde un minimum impliqué, mais aussi tout le monde en bonne santé, en perspective des playoffs. Et puis, tu as la playoff où là, évidemment, les rotations vont se resserrer. Et c'est toujours la même chose. Donc, mais au moins, pour gérer la saison régulière, je pense que la profondeur de banc, elle fera du bien. Ouais, on l'a compris, les gars, vous êtes plutôt très enthousiastes sur ce roster. J'ai une dernière question là pour clore un peu ce chapitre sur l'état des lieux des Mavs. Est-ce que c'est la meilleure équipe de Dallas depuis l'arrivée de Luka? Une petite question tranchée là. Quentin? Oui. Clairement, sans hésiter. Sur le papier, sans hésiter, ça c'est sûr. Parce qu'on sait ce qu'a donné l'équipe de la saison précédente. On a vu qu'ils se sont améliorés. Au niveau du jeu proposé, ça peut se jouer avec l'équipe qui allait en finale de conf en 2022. Mais je vois pas comment on n'est pas meilleur que cette équipe-là pour plusieurs aspects. Donc pour moi, oui, c'est la meilleure équipe qu'a jamais eu Luka. Et j'ai surtout très hâte de voir ce que ça a donné sur 82 matchs. Parce qu'on l'a redit, on a revu cette équipe sur 30 matchs. Donc là, vraiment, sur une saison régulière entière, avec des joueurs qui sont morts de faim. J'espère qu'ils sont toujours morts de faim, les Gafford et PJ Washington, là, qu'on a adoré avoir pendant 30 matchs, parce que les mecs, tu voyais qu'ils étaient contents de voir enfin une équipe qui tanque pas. J'espère qu'ils ont gardé cet appétit, parce que ça peut être vraiment très, très plaisant à voir sur toute cette saison. Ok, Nico, toi aussi, tu es d'accord? C'est la meilleure équipe jusqu'à présent? Pour moi, c'est assez clair. C'est la meilleure équipe qu'a pu avoir Luka depuis toujours, depuis qu'il arrive en NBA. Et si vous avez écouté nos 3 derniers épisodes sur les triptyques Luka, vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu que des belles années. Et que même pour moi, cette équipe-là, elle est assez nettement supérieure à l'équipe qui a fait la finale de conférence. Elle est beaucoup plus équilibrée, elle a moins de faiblesses, elle est plus mature aussi. Donc, ouais, assez nettement meilleure équipe. Alors après, je ne veux pas trop anticiper, mais ça s'est renforcé autour des Mavs. Hein. Oui, l'équipe des Mavs est meilleure, mais aussi les concurrents des Mavs sont meilleurs. On va faire toute une émission sur les concurrents. Ce sera notre Audi Mavs numéro 10. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous pour cette émission probablement la semaine prochaine. Bon, on va clore ce petit chapitre sur l'état des lieux des Mavs. On va essayer de passer sur une deuxième section. On va parler des clés de la saison, si vous êtes d'accord. Donc, j'aimerais que vous me disiez très simplement quelles sont les clés que les Mavs doivent absolument obtenir pour réussir au moins aussi bien que l'année dernière. Alors, je commence avec toi, Nico.
Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je voudrais juste rajouter un truc sur un peu l'équipe parce que il y a toujours sur le papier. L'équipe, pareil, c'est un paquet de Mikado, hein. C'est la performance. Tu as empilé un paquet de Mikado les uns sur les autres. C'est très fragile. Quand ça marche bien, que l'alchimie est là, c'est fantastique, mais ça peut aussi vite s'écrouler. Donc, l'alchimie collective, c'est une chose. La réussite individuelle, c'en est une autre. Après, pour essayer de répondre à ta question, la clé, je me réfère un peu à ce que beaucoup de médias ici, notamment ESPN, peuvent tabasser régulièrement quand ils parlent de NBA. Ils ont dit que Luka était le favori au titre de MVP de la saison régulière. Il était toujours bien placé sur les années précédentes, mais sauf erreur de ma part, je crois que c'est la première année où il est annoncé comme favori. Mais du coup, on a besoin qu'il soit MVP pour gagner ou pas? Je pense que la différence qu'il a par rapport aux années précédentes, c'est qu'il a une équipe plus solide autour de lui. Et je pense surtout que les Mavs, par le passé, c'était un peu compliqué parce qu'il était toujours genre 5e de saison régulière ou 6e. Il était difficile de le voir MVP de saison régulière quand ton équipe est 4e ou 5e. Là, les Mavs, et je vais peut-être regretter si on réécoute cette émission l'année prochaine, on regrettera peut-être ses paroles, mais en tout cas, l'objectif, il est d'être au moins dans le top 3 à l'Ouest. Et il a les joueurs pour l'entourer qui doivent l'amener au calibre de MVP. Donc, il doit évidemment être à 100% pour les playoffs, hein. Ça, sa santé va être clé pour le succès des Mavs. Mais pour moi, voilà, il est annoncé MVP de la saison régulière avant la saison. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais s'il est au niveau de MVP, ça va être une clé majeure. Ça va être un point en tout cas essentiel. Ok. Quentin, est-ce que tu as d'autres points Ouais, clés pour la saison? ouais, bah, juste sur ce point-là, comme ça sera dit quand on ressortira l'émission dans plusieurs mois. Pour moi, Luka, il sera pas MVP. Je pense vraiment que ça sera chez Gelius Alexander sur la saison à venir. Il a vraiment un profil qui est, je pense, taillé pour être MVP de la saison régulière à venir. Mais c'est pas un souci. Et pour le coup, je pense que Luka, bon, il peut s'améliorer sur le point de vue du mental, et notamment avec les arbitres et tout, mais Luka, je sais ce qu'il va donner pendant la saison régulière. Je suis plus surpris. Enfin, voilà, je sais ce qu'il va apporter à l'équipe. Pour moi, les clés, autrement évidemment que garder son physique, hein, elles vont être ailleurs, notamment avec l'intégration de Klay Thompson. Il faut que cette intégration elle se passe bien, car on va avoir un vrai challenge qui va être d'intégrer un mec qui a joué depuis 12 saisons dans une autre équipe. Donc heureusement, c'est le poste le plus facile à intégrer dans une équipe, le poste 2, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même pas chose facile. On enlève un joueur, Derrick Jones Jr., qui était très important pour entrer Klay Thompson. Moi, je préfère clairement que Klay, il ait que 13-15 points de moyenne, mais avec des hauts pourcentages. Les hauts pourcentages de Klay Thompson, pour moi, ça va être une clé de victoire de notre équipe parce que ça veut dire que tu vas avoir constamment un spacing encore plus fort que les années précédentes. On sait qu'aujourd'hui, en NBA, ce qui fonctionne beaucoup, c'est, vous savez, quand tu as à 3 points et que tu vas aussi au lay-up, des fois, c'est un peu moche, mais ça marche. Les données, elles sont là. Avoir un Klay Thompson autour de Luka, de Kyrie, de ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire, ça permet de sublimer encore cette phase de jeu et d'ouvrir encore plus de lignes de pénétration pour que Luka et Kyrie puissent attaquer. D'ailleurs, ce sera les deux seuls joueurs qui, je pense, ont le droit de faire des mid-range dans l'équipe. Donc moi, c'est vraiment un premier point clé de notre saison, ça va être le pourcentage du tir à 3 points globalement de l'équipe. Donc que PJ Washington, il continue ce qu'il a fait en playoff, c'est-à-dire être très très bon à 3 points. Et que Thompson il puisse bien s'intégrer et notamment être très efficace rapidement pour être une vraie menace à 3 points qui fait peur aux équipes adverses. Ouais, t'as raison, Quentin. Après, moi, je rajouterai un dernier truc. On s'est félicité, moi le premier, de la qualité du jeu intérieur des Mavs dans la seconde partie d'année et du plaisir d'avoir à la fois Lively et Gafford dans les rotations offensives et plus notre ami légendaire Dwight Powell. Moi, j'espère aussi que ce duo-là, Lively et Gafford, va encore franchir un palier et que ce qui était bon, on est pas mal maintenant à l'intérieur, voire on est bon, en fait, on franchisse un palier et on se dise maintenant les Mavs, ils sont très bons à l'intérieur. Ça serait un grand changement, mais est-ce que c'est pas ça la suite logique?
Est-ce que Ouais. c'est pas ça aussi d'avoir des forces intérieures qui se développent un peu plus après déjà le beau succès de l'année dernière? Je te trouve un peu dur parce que j'avais vraiment l'impression que, enfin, que le duo de Lively Gafford était déjà très bon en termes de secteur offensif. C'est juste que les noms, effectivement, font pas rêver parce que tu as un mec, enfin, il vient d'une franchise de loser et l'autre, c'est un rookie. Mais dans les faits, ce qu'ils ont produit pour l'équipe, pour moi, on était déjà dans un des meilleurs duos intérieurs, donc poste 5 et son remplaçant. De toute la ligue. Donc je suis d'accord, il faut absolument qu'il confirme ce très bon élan. Et il n'y a pas de raison avec un Gafford qui est encore très jeune et un Lively qui a un plafond de fou. Euh, mais c'est pas une question, mais pour moi, s'ils sont déjà au même niveau que l'an dernier, donc sur 82 matchs et pas sur 30, c'est déjà une très très bonne chose pour l'équipe, je pense. Ouais, c'est Et bien. si Après, c'est je meilleur, pense let's qu'ils go, hein. peuvent faire mieux. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire mieux. Et je pense que là, l'adversaire. Et on ne parle pas des matchs contre les Pistons, hein, ni les Wizards. Ouais. Je pense contre la grande adversité, on l'a d'ailleurs vu en finale NBA, l'adversité dans les très grands matchs avec une grosse opposition face à eux, et notamment des profils très différents du 5 classique, bah là, il y a encore des challenges. Et je suis sûr qu'ils ont chacun, tout le monde était super excité de voir Derek Lively, son fameux tir à 3 points. Il y a plein de façons de s'améliorer pour eux et de encore être plus dominant. D'ailleurs, je ne veux pas trop anticiper, mais quand on regarde un peu les équipes de la conférence Ouest qui vont être des adversaires majeurs des Mavs, du côté d'OKC, et d'ailleurs même des Wolves aussi, il y a des confrontations sympas qui arrivent, hein. Mm. Et donc à eux justement d'être très dominants face à des costauds en face d'eux. Ouais, c'est ça. Peut-être vraiment confirmer un vrai statut en tant que poste 5 qui sont vraiment capables de grandes choses dans cette ligue. Parce qu'aujourd'hui, là, on est peut-être encore sur le côté surprise. À eux de le confirmer. Ouais. Ok, les gars, est-ce qu'il y a d'autres clés pour la saison que vous allez surveiller? Euh, Clé, quelque chose quand même que je vais regarder avec attention, c'est regarder si on a toujours cette aptitude, cette confiance qu'on avait donc sur les 30 derniers matchs. Vous vous souvenez, même un match, s'il était mal embarqué, on gardait confiance, on savait que cette équipe, elle pouvait faire des comebacks. Donc faire des comebacks, c'est très très bien, ça montre une grande confiance dans le groupe. Donc je vais regarder dans un premier temps si on est toujours aussi serein dans nos minutes clutch, mais aussi si on arrive un peu plus, parce que j'ai l'impression que ce n'était pas assez le cas la saison dernière, à s'assurer un peu plus de matchs faciles, comme normalement doivent le faire les très grandes équipes. Je compte même pas le nombre de matchs que les Celtics ils ont gagné sans jouer dans le quatrième quart-temps leur star, vous voyez. Pour moi, une équipe qui vise le titre, elle doit avoir plus de matchs comme cela. Ça te permet d'économiser tes joueurs, ça permet aussi de faire jouer le reste d'effectifs qui a moins de minutes. C'est toujours très très bon pour le groupe. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une clé, mais en tout cas, c'est un aspect que nos Mavs doivent avoir, c'est-à-dire se rassurer face à des équipes faibles et à la maison devenir une équipe plus forte que ce qu'on a montré aujourd'hui. C'est-à-dire ces dernières années, je n'ai pas vraiment eu l'impression que les équipes arrivaient en se disant l'American Airlines Center, c'est un endroit compliqué où aller jouer. Je reprends l'exemple des champions en titre, hein, c'est eux qui viennent de gagner, mais aller gagner au TD Garden, c'est quelque chose, c'était presque un exploit. Quand on prend Klay Thompson, il a connu ça à l'époque, l'Oracle Arena, c'était imprenable. Je pense qu'on doit aussi s'améliorer là-dessus. Parce qu'on est une équipe, on est cette équipe-là qui veut gagner l'Ouest, qui veut gagner le titre. Il faut qu'on soit plus constant là-dessus. Donc ça fait partie des éléments que je vais regarder. C'est avoir une vraie régularité et savoir imposer notre patte de équipe qui est contender pour le titre. Ouais, c'est l'affirmation, t'as raison, Quentin. Moi, j'ai un dernier truc qui est plus anecdotique, mais moi qui me rend très curieux, c'est de voir un peu, tu vois, dans cet effectif qui a été bien renforcé, ce banc qui paraît quand même assez costaud cette année, bah, c'est là un peu la place que vont avoir des jeunes joueurs du coup au sein des Mavs. Et je pense à Hardy, qui a quand même montré des choses intéressantes l'année dernière. Plus structuré dans le basket, plus de diversité. Alors du talent offensif, mais plus de diversité dans le jeu. Et une maturité grandissante. Je pense qu'il parlait de très loin pour moi dans l'intelligence basket, mais je le trouve quand même qu'il a franchi un palier l'année dernière. Je suis curieux de voir au max, moi. J'aimerais bien le voir un petit peu.
Je crains juste que ces deux-là, ils aient un peu des miettes, en fait. Donc, moi, je suis très curieux de voir euh, entre Exum, Hardy, Omax, Grimes, Dinwiddie, peut-être? et Dinwiddie, ouais, t'as raison. Et Dinwiddie, un peu qui va jouer au final, qui va gratter du temps de jeu, qui va jouer au début de la saison, qui va jouer au milieu de la saison et qui va jouer à la fin de la saison, ce qui est toujours le plus important. En sachant que pour moi, il y a quand même embouteillage. Hein, donc, et notamment pour des joueurs qui ont du potentiel, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je ne veux pas anticiper la prochaine trade deadline, mais je me dis quand même qu'il y a des joueurs qui vont vouloir probablement un peu plus de minutes cette année. Enfin, ce qui est excellent, c'est qu'on a l'impression que tous ces joueurs, ils peuvent jouer. On peut lui donner des minutes. On a l'impression que le profondeur de banc, elle a jamais été si grande aux Mavs. À part peut-être Markieff Morris, ouais, un problème de tous les autres joueurs, on peut les jouer. Ouais. Dwight Powell, pas trop envie qu'il voit le parquet quand même, ou sinon ça veut dire qu'on a eu des blessures. On n'a pas encore parlé, mais je compte en parler plus tard, parce que pour moi, c'est pas une clé, mais c'est un point que je vais clairement surveiller. C'est aussi Maxi Kleber. D'un point de vue plus individuel sur Derek Lively, moi, je veux vraiment voir une vraie progression en termes de maturité dans le jeu par rapport à sa gestion des fautes. Il y avait beaucoup trop de fautes qui étaient stupides, qui étaient évitables et qui n'apportaient pas grand-chose dans le jeu. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fallu prendre un panier et ne rien faire plutôt que de prendre la faute. C'est souvent le cas avec les rookies. J'attends une vraie amélioration de sa part de ce côté-là. Et ça peut en devenir une clé pour l'équipe par la suite. On a la chance d'avoir Gafford derrière, mais s'il y a un moment pendant lequel Gafford est blessé pendant quelques matchs, il va falloir que Lively il puisse être capable de jouer 30 voire 35 minutes et donc avoir une gestion des fautes qui est bien meilleure que celle qu'il a fait. Ça va clairement être un point que je vais regarder. Hardy, bon, je pense, vous savez les gars, j'étais pas du tout fan de Hardy et la saison dernière il m'a montré un peu tort, enfin il m'a donné un peu tort en montrant, comme tu l'as dit Nico, plusieurs bons signaux. Je dirais pas non plus une intelligence basket très très extrêmement élevée, mais il a montré qu'il pouvait mettre un peu de côté ses fulgurances solo pour se mettre au service de l'effectif. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir confirmer ça, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il va avoir pas mal de miettes et ça peut être le genre de joueur qui se frustre de la situation. Donc ça, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça va être compliqué pour Jason Kidd de jongler sur tout ça, parce que d'un point de vue poste 1, entre Exum qui avait montré du très bon série régulière, Dinwiddie qui a fait ses preuves il y a de ça quelques années, maintenant il a vieilli, mais il a fait ses preuves, du Jaden Hardy, il va falloir faire des choix. Et puis bon, sur le poste 3, on parle beaucoup de Naji Marshall qui, sur le papier, remplace trait pour trait Derrick Jones Jr., mais bon, Naji Marshall, c'est pas non plus il sait pas faire un énorme nom en NBA, donc va falloir qu'il le prouve. Et c'est peut-être ma plus grande incertitude, c'est comment, sur le début de saison à venir, quel rôle Jason Kidd va donner à Naji Marshall. Est-ce qu'il va le faire jouer ou pas du tout? On va en reparler, Quentin. Ok. On va passer justement à notre nouvelle section dans notre podcast, là où on va parler des joueurs. Mais j'ai quand même une dernière question à vous poser. Et désolé d'être un peu négatif pour une fois, mais est-ce qu'on peut envisager un scénario catastrophe un peu similaire à la saison 2022-2023 où les Mavs ne font même pas les playoffs? Je reviens à ma métaphore des Mikado. Hein, je veux dire, ça se joue à pas grand-chose dans le collectif et aussi dans l'éclat individuel. C'est sûr que si tu dis, ce que d'ailleurs disaient nos amis de Rivers Basket Session, si Luka se fait les croiser au début d'année, c'est sûr que les Mavs ont forcément pas la même saison. Mais ce qui est valable pour à peu près toutes les franchises NBA. Hein. Si ton joueur star, forcément tu l'as pas pendant toute l'année ou tu l'as pas pendant 5 mois, t'es pas la même équipe. Donc oui, t'es jamais à l'abri d'un scénario catastrophe. Hein. Jamais à l'abri des blessures. Tu n'es jamais à l'abri de Klay Thompson, l'intégration pour X raisons se passe très mal. Tu n'as jamais les garanties à 100%. Après, ce que tu peux te dire en tout cas, c'est que l'assemblage des joueurs, il semble intelligent, ça semble complémentaire. L'équipe actuelle, hors les nouveaux ajouts, ça se passe bien. Ils ont l'air de bien s'entendre, ils ont montré des résultats ensemble, la dynamique est positive. Le momentum, pour reprendre un terme très américain, est positif. Donc après, oui, t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit. En enlevant le côté blessure qui, effectivement, il peut te ruiner n'importe quelle saison, je vois pas de scénario catastrophe avec cette équipe. En tout cas, de scénario catastrophe collectif où on loupe
les playoffs. On l'a redit, on a un noyau qui est toujours là. Pour moi, ça va en playoff tous les jours. Cependant, comme l'a dit Nico, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer une intégration de Klay Thompson qui pourrait ne pas fonctionner. Ça, en tant que fan des Mavs, il faut bien que vous vous dites que c'est pas impossible que ça fonctionne pas, mais juste, ça serait terrible, évidemment, pour Klay et puis pour les fans de Klay, mais collectivement, pour l'équipe en général, je pense pas que c'est un scénario catastrophe. Et aussi d'un point de vue contractuel, je ne vais pas en parler là, mais sur la durée de son contrat et le montant, c'est pas très très grave si ça ne fonctionne pas avec Klay Thompson. Si ça fonctionne pas, tu limites ses minutes, tu le benches, tu le fais sortir du banc, je sais pas quoi, tu fais rentrer un Najee Marshall peut-être dans le poste 5. Pour moi, c'est peut-être ça le scénario le plus catastrophe possible en enlevant évidemment les blessures. Ok les gars, on a fait le tour. Rien à rajouter sur les clés de la saison à venir. On va, on va passer au... Allez, on passe aux joueurs. Vous allez me donner votre 5 majeur. Quentin, allez, je te laisse nous donner le tien. Ouais, bah en fait, la discussion elle est vraiment sur deux postes, hein, le poste 3 et le poste 5, parce que sinon, 1, 2 et 4, on sait très bien que ce sera Luka, Kyrie et PJ Washington, avec ce que PJ a montré sur ces derniers mois. Donc, sur le poste 3, pour commencer la saison, c'est évidemment Klay Thompson qui doit être titulaire de par la carrière qu'il a eue, évidemment. Et puis, il n'a pas encore 40 ans, tu vois. Il a clairement l'âge d'être sur un terrain de basket. Il a été multiple champion NBA, etc. Donc, Klay Thompson doit être titulaire. Et puis, même si on raisonne par la négative, qui à la place de Klay on mettrait poste 3? On n'a plus Josh Green, on n'a plus Derrick Jones Jr. Donc, on ne va pas mettre un Najee Marshall qui sort un peu nulle part par rapport à un Klay Thompson. Et donc, le vrai débat, c'est le poste 5. Donc, Jason Kidd nous a donné une indication en Media Day en disant que Dereck Lively ferait partie de la first unit pour le training camp. Donc, c'est-à-dire qu'il compte en tout cas commencer la saison avec Dereck Lively. Moi, c'est aussi l'idée que j'avais, notamment parce que Dereck Lively est engagé sur beaucoup plus longtemps que Daniel Gafford. Il est aussi bien plus jeune et il a un plafond qui est bien meilleur. Mais par contre, en aucun cas, et Nico, tu l'as rappelé, l'important, c'est les minutes que tu joues dans le match. Hein. On sait que les joueurs doivent être titulaires, mais c'est surtout le nombre de minutes. En aucun cas, les minutes de Daniel Gafford doivent baisser par rapport à la saison dernière. On reste, pour moi, sur cette alternance avec les deux qui jouent un temps de jeu assez similaire pour que les deux puissent être à fond à 100% et qu'on ait ces postes 5 qui fassent tellement de bien au rebond offensif, notamment dans leur énergie. Donc voilà, moi je pense que ça avait vraiment un 5 majeur qui fait sens. Et autant voir Gafford titulaire, ça le faisait parce qu'on était un peu en milieu de saison, on se rattrapait, il y a eu les trades, etc. Là, on débute une nouvelle saison, on débute peut-être un nouveau cycle qui a débuté en début d'année, mais voilà, je pense que Lively a montré qu'il était extrêmement mature pour son âge. Il a sa place dans le 5 majeur pour moi. Nico, toi, en tant que fan de Gafford, tu es toujours là pour le protéger. Est-ce que tu es d'accord avec Quentin? Je suis aussi là pour protéger Lively. Oui, en fait, je suis partagé, en fait. Je suis partagé dans le sens où, une nouvelle fois, le plus important, c'est plutôt qui finit les matchs et pas qui les commence. Je me dis simplement que mettre Lively dans le 5, dès le début, c'est quand même lui mettre une pression supplémentaire qu'il n'est pas obligé d'avoir maintenant. Alors après, il entame sa deuxième année en NBA. Il a 20 ans, tu peux te dire, il a du temps, on n'est pas obligé de précipiter le truc non plus pour le mettre dans le 5. Après, tout le monde on a tous vu, moi le premier, hein, la maturité qu'a montré Lively, donc je comprends aussi l'envie de passer à cette étape supplémentaire, dans la maturité de le conforter, de le récompenser en étant pivot titulaire. Moi, ça importe peu une nouvelle fois. Je pense que c'est plutôt le temps, comme disait Quentin, le temps les minutes passées par chacun, qui finit les matchs. Le plus important pour Dallas, c'est qu'on a deux pivots solides et ça, dont un qui est incroyablement jeune. Et je me dis par contre que contractuellement, dans quelques temps, on va avoir des vraies questions à se poser. Mais on n'a pas à se les poser maintenant, donc on ne va pas se les poser. Moi, je laisserai Gafford, mais bon, après, Kidd a priori déjà tranché quand même avec cette indication claire. Il a dit un autre truc intéressant quand même, Kidd. Hein. Premier truc qu'il a dit, c'est qu'il a quand même dit que les Mavs disaient le titre. Hein. Si tout le monde, quelqu'un avait des doutes, pour moi, il n'y a plus de doutes. C'est assez clair. L'objectif, il est vraiment explicite maintenant.
En fait, c'est vrai que pour terminer là-dessus, en tant que fan, des fois, on s'en fiche un petit peu de qui commence et l'importance et de qui finit, etc. Mais il faut bien se rappeler, enfin, vous savez, mais peut-être il y en a qui nous écoutent qui ne savent pas, mais pour la plupart des joueurs, si ce n'est la quasi-intégralité, il y a une vraie différence de statut entre commencer les matchs et sortir du banc. Pour ceux qui ont connu le moment où on a dit à Carmelo Anthony qu'il allait devoir sortir du banc quand il arrive au OKC, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très très drôle, tu vois. Donc à voir, j'ai l'impression qu'on a deux joueurs qui sont quand même assez intelligents, Lively, Gafford. Euh, J'espère que ça va pas créer, tu vois, le genre de un problème d'ego, une sorte de guerre d'ego. Lively, j'ai aucun doute. Gafford, je ne le vois pas être ce genre de personne qui va mal prendre le fait de ne pas être titulaire, Ouais. parce qu'il était titulaire à Washington, hein, mais bon, Il titulaire vient d'une de équipe qui tellement pue. loin. T'as Ouais, raison. Il vient de tellement loin que de toute façon, c'est pas comme s'il avait gagné 3 titres NBA et que l'année voilà, passée, il joue dans une équipe titulaire en finale qui voilà. était menace. Donc, Tu vois, Clay, je le fais démarrer parce que je me dis, c'est impossible de pas le faire démarrer avec son histoire. Avec Gafford, bon, voilà, mec, tu démarres pas, normal. Mais donc voilà, je pense qu'on n'aura pas ce problème en tout cas sur le début de saison. Et globalement, dans l'effectif, je pense qu'il n'y a pas vraiment voilà, de débat qui vont en tout cas amener des nuisances au sein de l'effectif par rapport à qui devrait starter. Ok, juste une petite question là sur le 5. Donc on a Luca Kairi. Qui, à votre avis, est le troisième meilleur joueur de l'équipe? Alors, ah. très bonne question. Vous savez que sur NBA 2K25, là, pour les ratings pour les notes des joueurs de sortie, et ben effectivement, trois joueurs se partagent la troisième meilleure note du jeu. Donc, à votre avis, quels sont, parce que je pense on hésite entre quatre joueurs, à votre avis, quels sont les trois joueurs qui partagent la même note? Elle est à 81 d'ailleurs. Luka à 97 et Kyrie à 92. Alors moi, je vais être conscient de l'équilibre d'équipe Ouais. et je dirais PJ Washington. Au moins dans le lot. Je sais pas si il y a probablement Klay Thompson avec lui sur la même note, j'imagine. Ouais. Et peut-être Derek Lively. Eh ben, PJ Washington est à 79, il est quatrième, et c'est Lively, Gafford et Clay qui se partagent un 81. Wow. J'étais surpris de voir Gafford au-dessus. Bref, pour répondre à ta question, Barnes, pour moi, c'est quand même Lively. J'ai du mal à mettre Clay par rapport. J'ai pas énormément suivi les Warriors de la saison dernière, mais de ce que j'ai vu, je mettrais quand même Lively aujourd'hui au-dessus de Clay. Encore une fois, c'est difficile de Wow. comparer un poste 2 et un poste 5, ils n'ont rien à voir les deux joueurs, mais c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça m'étonnerait pas que si vous me reposez la question en fin de saison, ça soit ça sera. On n'est même pas à réfléchir une seule seconde pour se dire ouais, en fait, c'est Lively le troisième meilleur joueur de l'équipe. Et j'espère que ça sera le cas. Donc pour C'est moi, je marrant dirais Lively qu'aujourd'hui, de. on n'est pas d'accord ensemble avec Quentin. Normalement, on est plutôt d'accord. Je crois que c'est vraiment l'émission, on n'est absolument pas d'accord tout le temps. Bah, c'est bien. C'est bien. C'est pour ça que vous êtes tous les deux là, hein. Sinon, on ferait que, on Ouais. aurait besoin qu'un d'entre La vous. vérité se trouve quelque part entre les deux, du coup, ça veut dire. Mm. Moi, honnêtement, je trouve que le troisième meilleur joueur, pour répondre à la question, je pense que c'est PJ Washington. Et je pense même que PJ Washington va passer un palier cette année. Déjà, c'est le meilleur joueur défensif des Mavs aujourd'hui, assez incontesté. Deux, il est à un poste où il a peu de concurrence. Ensuite, je pense il est quand même très vite devenu un joueur identifié Mavs. Tu vois, rien que la petite embrouille avec Westbrook, quand il vient Mm. défendre Luka en playoff, la pause qu'il prend, là, ça a été repris partout, c'est un peu iconique. Mm. Et je pense que là, il a bien pris ses repères. En plus, il a un peu de retour à la maison. Je pense que ça joue un petit peu. Moi, je pense vraiment il va franchir un palier, PJ Washington, cette année. D'ailleurs, je pense que les Mavs en ont besoin encore. Parce que je trouve la rotation un peu faible. On n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve la rotation à son poste 4, c'est un peu faiblard. Et je pense que sa polyvalence aussi défensive, et il a montré aussi des qualités en attaque un peu irréguliers, mais il a commencé dans un gouffre offensif quand il est arrivé aux Mavs. C'était quand même catastrophique. Et progressivement, il est quand même monté en puissance, notamment dans les playoffs où il a montré une adresse quand même vachement intéressante. Donc pour moi, ça va être lui. Je ne suis pas Monsieur NBA 2K 2025 là. Par contre, je pense que ça va être lui le troisième meilleur joueur et je pense qu'il va franchir un palier. Je ne suis pas l'agent de PJ Washington. Écoute, si on a le PJ Washington de la série face à OKC, là, ça me va, mais je signe des deux mains. Mais j'ai un peu peur que ces pourcentages à 3 points, mais pas que face à OKC, globalement sur les playoffs, soient peut-être un petit peu un coup d'éclat et que
la vérité se trouve un peu entre voilà, ce qu'il nous a montré sur la saison régulière, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas très bon, et les playoffs qui était quelque chose qui était très bon. Mais ouais, il est encore très jeune. Hein. C'est vrai que comme Gafford, les deux, c'est des 98. Ils sont encore dans la pente ascendante, j'ai envie de dire. Donc, non, ça se défend. Allez, une autre question pour voir si vous arrivez à tomber d'accord. Nico, tu peux nous dire Ouais. qui est ton 6e homme? C'est super difficile comme question. Je pense qu'il y a plusieurs sixièmes hommes. C'est vraiment la réponse de Normand. Ah, Mais tu peux pas répondre. c'est ça, le mec, le politicien. Non, blague à part, je pense que Gafford va beaucoup jouer. Je vais plutôt le présenter comme ça. Je pense qu'il y aura une rotation équilibrée entre Lively et Gafford et que Gafford va beaucoup jouer. Et je pense que Marshall, moi aussi, va quand même devoir avoir pas mal de minutes. Donc je vais dire sixième et septième homme. C'est ceux que je verrai. Je vois pas un sixième homme pur. Je pense que je vois pas mal de rotation. L'effectif, il est plus riche que l'année dernière, beaucoup plus de bancs. Et je pense qu'à la fois sur le poste de pivot et le poste d'ailier, il y aura des rotations importantes. C'est marrant parce que moi, le Lively Gafford, c'est comme si c'était un joueur pour moi, tu vois. Et c'est pour ça que le 6e homme, j'avais même pas pensé à Gafford. Parce que j'ai l'impression que ce poste de pivot, c'est juste le duo, là, c'est juste intouchable. C'est comme si c'était un joueur titulaire qui fait tout le match. Alors, en fait, Quentin, est-ce que tu as... je viens de me faire la réflexion. En fait, le moment où tu viens de poser la question et Nico a répondu, est-ce que, je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce qu'un sixième homme qui est pivot, ça vous parle ou pas? Pour moi, en fait, un sixième homme, c'est vrai que c'est toujours le même type de profil qui va être un joueur qui va pas starter, mais qui ensuite va jouer 30 minutes. Donc, un Lou Williams, un Jamal Crawford, un Tyler Hero. Mais vous voyez, on reste dans ce même type globalement de joueurs, Malcolm Brogdon. Et j'ai l'impression qu'en fait, un sixième homme poste 5, ça va pas ensemble. C'est un peu Ouais, comme ouais, un. mais je comprends, parce que Tu vois? c'est pas un couteau suisse. Tu vois, tu Voilà. prends un sixième homme couteau suisse Euh, capable de jouer sur plusieurs postes. Mais je donc, je, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus en fait, qui va avoir des minutes régulières et je pense bah, naturellement à Gafford et Marshall. bien sûr, ça c'est sûr, il va y avoir des enfin régulières, Gafford c'est sûr. Marshall, comme je l'ai dit, je ne mettrai pas à main coupée qu'il va y avoir des minutes régulières, mais en tout cas sur le papier parmi les joueurs de notre effectif, c'est celui qui est le plus taillé pour avoir pour rentrer dans cette case de sixième homme. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est bizarre de dire que Gafford est le sixième homme, mais Marshall pourrait clairement avoir ce rôle, notamment dans le cas d'une intégration qui ne soit pas optimale pour Klay Thompson et où on a besoin de l'apport défensif de Najee Marshall, ça pourrait être notre sixième homme, ouais, clairement. Moi, j'ai sorti ma boule de cristal là, juste en face de moi, et ma boule de cristal me dit que si Najee Marshall il fonctionne pas rapidement, je ne serais pas très étonné qu'il fasse partie d'un package avec potentiellement Hardy à la prochaine trade deadline pour améliorer l'équipe. Je pense qu'ils vont pas Ouh être là d'une là, mais là, confiance tu infinie. réponds à une question que j'avais prévu de te Ah, c'est vrai, poser. je Bon, vais alors pas vas-y. anticiper. Ah, bah, Allez, je te la pose. je vous ai Le répondu joueur qui alors. a le plus de chances d'être tradé. Donc toi, tu dis Marshall et Hardy. Waouh. Bah, je me dis juste que Hardy, contractuellement, il est intéressant. Il a montré un potentiel et que je pense qu'il va pas jouer cette année et que c'est un grand gâchis. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des GM qui se disent est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant à faire, notamment dans des franchises en développement, avec un mec comme Hardy. Et son peu de temps de jeu, c'est un pari, honnêtement, tu n'as rien à perdre, tu n'as que à gagner. Et Marshall, je me dis juste que s'il franchit, il s'intègre pas rapidement et qu'il ne monte pas de la valeur rapidement, et de toute façon, les Mavs ils vont vouloir renforcer assez rapidement ce poste. Donc je doute qu'ils aient une patience infinie Ouais, il avec va lui. nous faire une Grant Williams, quoi. C'est un peu ça. Ah, il fera forcément mieux que Grant Williams. Je pense que c'est difficile de faire pire que Grant Williams. Ouais, mais ça peut être un scénario où en fait ils testent, ça marche pas, et puis ils ont Ouais. besoin de se renforcer. Perspective des playoffs, ils vont chercher ailleurs. C'est un poste. Il y a un paquet de joueurs NBA qui sont capables d'occuper ce poste-là. Donc les choix, il y en a. Hein. Alors, parmi les autres joueurs, donc le reste de la rotation. Donc là, on a 7 joueurs qu'on est à peu près sûr qu'il va avoir des minutes conséquentes. D'ailleurs, combien de joueurs dans la rotation en tout? Parce que les 15 vont pas jouer. Donc, c'est quoi? C'est 10 en général? 10, 11? Ou en saison régulière, ouais, on va être sur du 9, 10, 11. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Même pour de la saison régulière, ça est beaucoup. Et je parle pas pour Tom Thibodeau, je parle pour un coach normal. Donc, ouais, plutôt 9, Plutôt 9, 10 10. alors. C'est 9, ça. 10. Alors, c'est qui les Euh, 3 autres qui vont avoir des minutes? Bah, pour moi, bon,
même s'il est vieillissant, il fait partie plutôt du système et Jason Kidd l'apprécie bien. Maxi Kleber, je pense qu'il aura ses minutes. Tout simplement parce que quand on veut faire du 5 out, donc c'est-à-dire avoir 5 joueurs qui sont capables de tirer à 3 points pour avoir des séquences où on en a 2 à l'angle 0, 2 à 45 et un joueur, donc souvent Luka ou Kyrie qui a la balle pour pouvoir pénétrer, on a besoin de Maxi Kleber parce que Lively, peut-être qu'il va le devenir, mais aujourd'hui ça ne l'est pas et Gafford ne tire pas du tout à 3 points. C'est deux pivots qui ne tirent pas à 3 points, donc on a besoin de Kleber en poste 5 sur des 5 out pour pouvoir jouer comme ça. Et on sait que ça fonctionne bien avec Luka et Kyrie. Donc Kleber, il va jouer, ça c'est sûr. À voir physiquement qu'est-ce que ça donne avec l'âge qui passe. Mais voilà, je pense que Kleber va jouer. Je pense aussi que Dante Exum va jouer par rapport à ce qu'il a montré sur la saison régulière. On a vraiment apprécié ses entrées au poste 1. C'était très, 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 très bon. Donc tu penses qu'il va jouer par-dessus Dinwiddie. Donc tu choisis Exum au-dessus de Dinwiddie. Ouais. Notamment parce que Dinwiddie est plus vieux. Ce qu'il a montré ces derniers temps, c'était quand même pas joli. Moi, je pense que Dinwiddie, il va manger les DNP. C'est quand tu joues pas une seule seconde du match, et ben, hop, sur la feuille de match, il y a écrit DNP. Dinwiddie, je pense qu'il va en manger du DNP. Mais ça va être le genre de joueur qui... sur un back-to-back, bon, bah là, Luka au repos, Kyrie au repos, voire les deux, tu vois, et ben hop, Dinwiddie, il va prendre 25 minutes, 30 minutes sur un match, mais d'autres matchs, il va pas jouer du tout. Là où Exum, je le vois bien faire partie de la rotation, même sur un match où on a nos 15 joueurs qui sont disponibles. Et Hardy, bon, je pense que ça va pareil, ça va rester un peu ce qu'il y a eu cette saison, c'est-à-dire peut-être par fulgurance, on va lui donner quelques minutes en deuxième, second quart-temps, et puis si ça se passe bien, pourquoi pas répéter l'opération en début de quatrième ou en fin de troisième quart-temps, et si ça marche pas, bah, il aura 4 minutes sur sa feuille de match, et voilà. Donc je dirais plutôt que voilà, Gafford, Kleber, ça pour moi c'est assez sûr que ça aura des minutes. Najee Marshall, je pense aussi, Dante Exum, voilà, pour dire les 4 joueurs qui je pense auront des minutes, après du Hardy possible, et j'avoue que j'ai du mal, je suis pas dans la tête de Jason Kidd, voir qu'est-ce qu'il compte faire de mon homonyme Quentin. Bah, J'ai du mal. j'imagine quand même qu'il va être obligé de placer un arrière au profil plus défensif. Je ne peux pas imaginer qu'il apporte pas un peu de rotation avec un peu un mec fort défensivement sur les lignes arrière. Je pense que c'est ce que va amener Grimes avec un peu d'adresse extérieure aussi. J'imagine pas qu'il ne joue jamais en fait. T'as Exum pour ce rôle-là, je pense. Enfin, ouais. Exum défensivement, ça va être plus compliqué. Je pense plus créateur, mais défensivement, pas au même niveau, à mon avis. Dans les missions un peu défensives, je pense que sur les lignes arrière, ça sera pas PJ Washington. Pour moi, ce sera Grimes. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que j'envisage là, qui peut peut-être me donner tort. Hein. Après, moi, 100% d'accord avec tout le reste de ce que tu as dit. D'ailleurs, je propose de renommer Dinwiddie Monsieur Back-to-Back. Je pense que c'est le moment où il va jouer des matchs. Oui, c'est possible. Mais ouais, ça se marche un peu dessus. Pour moi, Dante Exum, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Dinwiddie, ça va se marcher un peu dessus. Là, il va avoir un voire deux qui n'auront pas de minutes. Alors, je sais que Quentin Grimes peut peut-être un peu plus être poste 3, là où les autres, c'est pas possible. Mais ouais, ça va se marcher dessus dans la rotation. C'est vrai qu'il y a un peu embouteillage dans les lignes arrière. PJ Washington, son remplaçant naturel, c'est qui? C'est Maxi ou c'est quoi? Ouais, c'est Maxi parce qu'on est vraiment sur un poste 4 en remplacement. Au max, faut pas se leurrer. Non, il va pas aussi avoir pas beaucoup de minutes. Donc le remplaçant de PJ, ça sera Maxi. Mais encore une fois, Maxi pourra jouer 4 sur certaines séquences. Dans d'autres, il jouera 5. Si la santé tient, c'est un gros si parce qu'il n'a pas été épargné ces dernières saisons, notamment avec son dos et son orteil. Moi, ça m'amène à penser que je pense que c'est vraiment le poste de 4, celui où il y a le moins de rotation. Et il faut vraiment espérer que notre PJ Washington, qui est gaillard comme pas possible, il reste en bonne santé parce que derrière, passer direct à Maxi Kleber, alors là, c'est la chute qualitative profonde. Ouais, mais on a notre hater numéro 1 de Maxi Kleber aussi avec Nico. Non, mais ça fait 5 ans qu'on ne croit plus en lui, Nico. Bon, vraiment, qui serait que les Mavs seraient performants avec Maxi Kleber titulaire en poste 4 en saison régulière. Moi, j'ai la réponse. Hein.
Non, mais tu vois, je C'est pas pense que le oui. poste 3, moi je pense c'est plus critique la rotation poste 3 que la rotation poste 4. Parce que poste 4, on a au moins un titulaire qui tient clairement la route. En la personne de P.J. Washington, là où en Ouais. poste 3, on va mettre quelqu'un qui n'est pas un poste 3. Ouais, je le lis pas comme ça, moi, mais bon, peu importe. Non, mais ça s'entend. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, alors les gars, pour clôturer un petit peu toute cette séquence sur les joueurs et l'effectif, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est quel joueur va se révéler cette année? Quel joueur va faire une marge de progression supplémentaire? Nico, vas-y. Je crois que j'ai déjà répondu. Ouais, Je crois que c'est bah, PJ rappelle-nous. Washington. PJ Moi, Washington, je ok, crois en PJ Washington, vraiment. Je dis une nouvelle fois, d'accord. le manque de concurrence, la stabilité par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il s'est vraiment bien inséré dans l'équipe et je crois vraiment en son talent. Je crois vraiment en son talent et des deux côtés du Et, terrain. et toi, Quentin, je vais deviner, tu vas me dire Lively ou je me Ben, trompe? non, je serais plutôt. Je suis assez d'accord avec Nico, mais je peux pas répondre la même chose que Nico. Vu de notre émission, il faut qu'on soit pas d'accord. Mais globalement, C'est-à-dire Maxi Kleber, c'est ça? C'est ce que non, tu non, veux non. dire? Alors ça, par contre, non, on est d'accord. Moi, plutôt, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est le joueur qui pourrait se dérévéler dans l'année, ça serait plutôt Maxi Kleber. Mais non, qui va se révéler. euh, J'espère que ça sera Najee Marshall, mais je mettrai clairement pas même mon ongle à couper là-dessus. Derek Lively, je pense qu'il va pas se révéler parce il va peut-être se révéler aux yeux des autres fans des autres franchises. Mais pour nous autres fans des Mavs, il va continuer, je pense, sa progression, à part s'il nous fait une saison 2 comme celle de Luka en termes de progression. Mais je pense qu'il va rester dans sa lignée. Donc j'ai du mal à donner un joueur qui va se révéler. Et à la limite, ouais, peut-être un P.J. Washington pour la plus grosse progression. Et puis vraiment affirmer ce statut de ça me fait mal au cœur de le dire, mais de nouveau Dorian Finney-Smith, tu vois, ce que tu disais, Nicolas, sa pose, le fait qu'il crie dès qu'il fait un contre et tout, il est déjà vu un peu comme une encre dans cette équipe Ouais. des Mavs. Je pense qu'il peut l'affirmer vraiment avec une saison folle du début à la fin pour 82 matchs. Donc, ouais, je pense que ça peut être ça peut être P.J. Washington. Et ils en ont besoin vraiment pour l'équipe de l'équipe. Tu Mm. dois avoir un équilibre d'équipe entre tes forces intérieures et extérieures et tes forces défensives et Ouais. offensives. Donc, En ils ont 2022, ce qui a fait qu'on fondamentalement était si besoin fort, d'un- c'est d'avoir un Finney Smith qui était aussi tout le temps, répondait toujours présent poste 3 Ouais. et défensivement. Il faut que P.J. Washington, même pas devienne, parce qu'il est un peu en quelque sorte, mais qui confirme que c'est ce mec-là de ce côté-là du terrain. Bon, une dernière question, les gars. Le joueur, vous avez peut-être déjà répondu. Si c'est le cas, on passe, hein, mais quel joueur va descendre dans la hiérarchie? Est-ce que c'est notre ami allemand? Ouais, bah là, on sera peut-être une nouvelle fois d'accord avec Nico, mais moi, je serais triste au moins en répondant, c'est que oui, ça peut être Nico. Euh, Nico, Maxi. n'importe quoi. Maxi, pardon. Maxi, parce que ouais, il commence à vieillir, il a eu pas mal de soucis de santé ces derniers temps. Donc ça peut être clairement un joueur qui descend dans la hiérarchie et ça pourrait faire du bien à notre ami francophone au max. Ok. Rien d'autre à rajouter, les gars, sur cette section, sur les joueurs, l'effectif? On passe à. Vous êtes prêts à vous mouiller un petit peu? Bien sûr. Alors, on va vous demander vos pronostics. C'est parti. Alors, je vais vous demander en premier de me dire combien de victoires les Mavs vont avoir en saison régulière. Je vous rappelle juste, l'an dernier, 50 victoires. Donc, en 2023-2024, qu'ils ont eu 50 victoires. Et je vous donne aussi la cote. J'ai été la vérifier ce matin. 49,5. Donc, la cote, il ne se mouille pas trop. Mais à votre avis, combien de victoires en 2024-2025, Quentin? Ah, c'est là qu'on voit qu'on est des fans, parce que même en étant le plus objectif possible, mais elle est donnée cette cote à 50. Mais bref, oh, ça va ressortir ça quand on aura gagné 49 matchs. Mais... Non, pour moi, je nous vois gagner 55-56 matchs. Sachant que là, on va bénéficier d'une équipe, pardon, 82 matchs et non une trentaine de matchs avec ce noyau dont on parlait. S'il n'y a pas de blessure, évidemment que cette équipe, elle gagne plus de matchs que la saison dernière. Alors oui, l'Ouest s'est renforcé de certains côtés, mais il s'est aussi affaibli à mon sens.
Donc, je pense que ça va être encore une fois très très serré le haut du classement à l'ouest, qu'on ne sera pas premier, mais qu'avec un beau, allez, on va dire 56-26, on pourra faire partie des meilleures équipes de la ligue. Allez, Nico, à toi. J'ai noté 56 matchs. À toi. Moi, je suis Nico. encore plus ambitieux que toi, Quentin. Waouh. Ouais, je partage d'ailleurs le constat sur la cote que je trouve extrêmement basse. Alors faites attention, n'allez pas, n'allez pas parier tous vos économies juste parce que Nico trouve que la cote est basse. Faites gaffe quand même. Vous me remerciez peut-être si vous allez gagner, si vous allez suivre ma cote, on verra. Non, je me dis que l'année dernière, OKC a terminé premier avec 57 victoires. Et ben mon pronostic, c'est que les Mavs vont faire mieux, ils vont faire 58 victoires. Et oui, c'est ambitieux. Je ne dis pas qu'ils vont finir premier à l'Ouest, je dis qu'ils vont faire 58 victoires. Je pense aussi que OKC va faire plus que 58 victoires. Ok. D'ailleurs, la prochaine émission, on va se faire toute une série sur les forces à l'Ouest et on pourra exactement vous demander où vous positionnez les Mavs et où vous positionnez toutes les équipes à l'Ouest. Donc ça, c'est un petit tease pour la prochaine émission. Mais en attendant ça, juste dites-moi, donc toi, Nico, tu les vois premiers de la conférence. Non, Toi, je ne les Quentin, vois pas tu les premiers de la conférence. Ah non, Je les vois à pardon. 58 victoires. Je pense qu'il y aura 58 une victoires. ou deux équipes qui vont être au-dessus de 58 victoires. D'accord, donc tu les vois troisième de la conférence. Je les vois dans En tout cas, tu les vois dans les 4 premiers. Je les vois dans le top 3 de la conférence. Avec ce Top 3. nombre de victoires, 58, t'es quand même bien placé. Ouais. C'est 2 ou 3, je me donne la flexibilité. Mais en tout cas, 58 victoires. Une nouvelle fois, ce qui est très ambitieux. Ça implique pas de blessure, régularité, super intégration de Klay Thompson. Enfin, tous les points qu'on attend. Va falloir quand même cocher un paquet de cases pour arriver à ce chiffre-là. Du coup, Nico, top 3, 58 victoires, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de tanking alors dans la conférence Ouest. Parce que ces matchs, il va falloir que d'autres équipes les perdent. Ouais, alors je n'ai pas envie de balancer les noms tout de suite, sauf si tu veux que je le fasse, mais... Non. D'accord. Non, moi je pense qu'il y a des équipes Quentin a raison, il y a des équipes qui se sont affaiblies. Je pense aux Clippers. Mais je pense aussi qu'il y a des équipes qui se sont fondamentalement renforcées et qui vont être difficiles à prendre en saison régulière et qui vont être proches du chiffre que j'ai annoncé de 58. Ok. Quentin, toi, top 3 aussi? Oui, moi je suis plutôt orienté autour d'une troisième place. Pas surpris si on est deuxième, pas surpris si on est quatrième, mais voilà, je pense qu'on sera dans ces eaux-là. Évidemment, avec 56 victoires, tu vas pas être huitième de l'Ouest. Cependant, je pense que ça va vraiment être serré avec beaucoup d'équipes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de donner un rang, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça part avec l'avantage du terrain en play-off. Ça va faire du bien. Et ça serait décevant de ne pas l'avoir. Quand je regarde les autres équipes, ça serait décevant de ne pas finir dans les 4 premiers de la conférence Ouest. Après, je vais faire un petit constat que j'aime faire chaque année en tant que fan de la conférence Ouest, c'est que tu mets notre équipe à l'Est, et ben tu peux augmenter ce chiffre. On passe de 56 à quelque chose un peu au-dessus. Mais bon, ça c'est un éternel débat sur le niveau des conférences et le fait que sur 82 matchs, et ben, vous en jouez en fait 52 contre votre conférence et 30 contre la conférence adverse. Ouais. Mais bon, ça c'est autre chose. Après, je trouve cette année quand même, c'est un poil plus équilibré. C'est pas équilibré encore, mais je trouve que la conférence Est, c'est quand même bien renforcé, avec plus de candidats un peu solides à l'Est. C'est vrai que Boston était très en solo, je trouve, l'année dernière. Là, il y a quand même des équipes qui vont être intéressantes à voir, notamment les Knicks. Intéressante pour être deuxième à l'Est, mais ouais. Ok, donc là, on a parlé de la saison régulière. En playoff, quelles sont les équipes qui sont potentiellement dangereuses pour nos Mavs, Quentin? On va pas rentrer dans les détails, ça sera pour la prochaine émission. Donc moi, je vais juste dire que je vois 2 équipes vraiment dangereuses pour nos Mavs, le Thunder et les Nuggets. Ok. Nico, tu es d'accord? Ouais, enfin le OKC forcément. Écoute, moi j'ai pas mis Denver. Je crois, et c'est un pari, je suis vraiment un mec ambitieux ce soir, ne me suivez pas. Je crois à Minnesota.
Je crois en Minnesota. Je pense qu'ils ne sont pas si perdants que ça du trade qui a été fait il y a très peu. En tout cas, si Randle reste notamment, je pense qu'ils sont loin d'être si perdants. Et je pense que DiVincenzo va apporter beaucoup de choses qu'il n'avait pas. Donc, je vois bien les Wolves en mode la vengeance. Attention, je n'ai pas dit que je ne croyais pas dans les Wolves. Je dis que ils ne me font pas peur en tant que Dallas Mavericks. Ce qui est très différent. On se sent que ça se défausse en perspective de réécouter l'émission dans un an. Non, J'ai c'est-à-dire jamais que dit ça. je vois les Wolves. Vas-y, je vais être cash. Je vois les Wolves être une bonne, voire très bonne équipe de saison régulière. Et ils peuvent aller loin en playoff. Mais les Wolves ne me font pas peur dans une confrontation face aux Dallas Mavericks. Là où OKC et Denver peuvent me faire plus ou moins peur. Voilà. Allez, dernière question, les gars. Donc, vous voyez les Mavs dans le top 3. Vous les voyez finir où en playoff? Je sais que c'est vraiment une question bête parce qu'il peut se passer tellement de choses. Mais bon, allez-y, vous devez vous mouiller. Où est-ce qu'ils ils vont aller jusqu'où en playoff? En finale NBA. En finale NBA. Évidemment, on va être optimiste. Le premier tour, il doit être géré. Normalement, ça doit être une formalité. Le deuxième tour, je vais dire que ça tombe bien. On n'est pas contre Denver. Et au pire, même si c'est Denver, allez, ça peut passer. Et la finale de conf, allez, une superbe série revanche face à OKC qui serait très, très serrée. Et puis après, on retourne en finale NBA. Hein. Moi, pour répondre à ta question, Bernab, je dirais question philosophique. Sommes-nous des journalistes ou sommes-nous des fans? À cette On est un peu question, des deux, je non, je crois. réponds nous sommes des fans avant tout. Et donc, du coup, je veux pas être au journalisme froid de on se mouille pas, on n'y croit pas, machin. Ah oui, un peu journaliste, mais enfin, on est quand même beaucoup fans. Et quand tu es fan et que tu es ambitieux, tu y crois. Moi, j'y crois. Donc, je suis comme Quentin. Pour moi, finale NBA. Par Contre contre, Boston. désolé d'être un peu mon côté journaliste, mais par contre, je crois difficilement au titre face aux Celtics à 100%. Mais D'accord. on en reparle dans plusieurs mois. Mais ouais, je pense que Dallas a vraiment les armes pour remporter la conférence Ouest. Mais on peut se le dire, qu'est-ce que ce serait bien une autre finale NBA, la vengeance contre Boston. Le retour de Kyrie Irving en finale NBA encore contre Boston. Ouais, c'est sûr. Beau scénario. Ça sera un très beau scénario. C'est noté, les gars. Bon. On est bon sur les pronostics. Allez, je pense qu'on peut passer à la dernière section. J'ai préparé des petites questions sympas à vous poser, des petites questions un peu tranchées. Je serais curieux de voir vos impressions. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Bon, allez, la première, elle est pas dure. Luka finira la saison régulière avec un triple-double de moyenne et sera MVP. Non et non. Pas de triple-double de moyenne, donc tu crois qu'il va pas. C'est quoi, les rebonds ou les passes qu'il va pas. S'il y en a un des deux moi, je pense qu'il n'y aura aucun des deux à plus de 10, mais s'il y en a un à 10, ça pourrait être les passes, je pense. Je pense pas qu'il aura les 10 rebonds de moyenne. Et MVP, tu nous en as parlé. Non, mais j'en ai déjà parlé, je pense. Shai Gilgeous-Alexander a jamais été MVP. Son équipe va finir première à l'Ouest, voire première de la Ligue. Et il va avoir toujours les mêmes stats. Pour moi, c'est un des mecs les plus réguliers de la Ligue, si ce n'est le plus régulier. Je pense qu'il va avoir son premier titre de MVP, mais Luka sera deuxième. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il le soit non plus, tu vois. Mais allez, il faut se mouiller. Donc je dis non et non. Et c'est pas grave. Il va quand même nous faire une saison de malade mental. Alors moi, écoute, je vais répondre à ta question, Bernab. Pour moi, il ne sera pas en triple-double de moyenne, je suis d'accord avec Quentin. Par contre, il va être MVP. Il va être MVP et il va être MVP parce que... j'allais dire un truc horrible, mais je vais quand même le dire, tiens. Je déteste cette franchise d'Oklahoma, fondamentalement. Il y a des super joueurs, mais je déteste Ah, cette t'es fan franchise. là, hein. Là, le fan ressort. Ah ouais, ça y est, là, on se lâche complètement là. Non, je déteste cette franchise et je pense qu'il y avait plus d'intérêt. Et le fait aussi qu'il était en finale NBA l'année dernière, même si ça paraît un peu ironique, je pense va jouer. Il est sur un élan qui va l'amener à être reconnu en tant que MVP de la saison régulière. Ça ne remet en aucun cas le talent de Shai Gilgeous-Alexander, qui est un super joueur, qui a juste un défaut majeur, c'est celui de jouer à Oklahoma. Ok les gars, bon, deuxième question, vous êtes prêts? Klay Thompson finira à plus de 40% à 3 points. Nico? Oui, c'est ce qu'on doit espérer. On va essayer d'espérer. Il doit être à plus de 40%. S'il est servi comme on attend qu'il soit servi par deux créateurs d'exception, il doit être à 40%. Oui.
L'an dernier, il était à 39, presque 39, 38,7. Ouais, Voilà. puis il n'avait pas les mêmes ballons en fait. Donc si tu Ouais. prends juste ces chiffres-là, tu devrais te dire que ces chiffres devraient augmenter. Il aura moins de pression aussi. Et on parle d'une saison qui est décrite par les fans de Golden State comme une très mauvaise saison de Klay Thompson, et 38-39% à 3 points. Donc oui, pareil, moi je réponds oui à cette question, notamment parce qu'il va jouer autour de Kyrie Irving et Luka Doncic. Il va avoir donc des ballons plus ouverts que ce qu'il n'avait à Golden State ces dernières saisons. Avoir un Steph Curry, c'est effectivement très très bien pour écarter les défenses, mais avoir un Luka et un Kyrie, je pense que c'est encore mieux. Donc oui, Klay Thompson a plus de 40%, et ça serait vraiment problématique, je pense, s'il ne l'est pas pour lui. Parce que là, il a vraiment tous les ingrédients pour être à plus de 40% dans cette franchise. Eh bien, vous êtes d'accord. Dallas sera la meilleure attaque de la ligue. Quentin. Dur de répondre comme ça, il faudrait savoir sur quelle statistique on se base. Offensive rating. Offensive rating. Offensive rating, Ils étaient non. 10e l'an dernier avec un offensive rating de 117. Non, globalement, non. Je pense pas que ça sera la meilleure équipe de la ligue. Ça va se placer parmi le top 5, mais je pense pas qu'on sera la meilleure attaque de la ligue. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'est pas assez run and gun pour être la meilleure, et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, pour être la meilleure attaque. Et c'est pas un problème du tout. Ok. Sur la saison dernière, les Mavs étaient 18e en defensive rating. Est-ce que les Mavs seront dans les 10 premiers en defensive rating l'année prochaine? Oui. Et s'ils ne le sont pas, c'est très problématique, parce que je sais plus exactement la stat, mais je crois que genre, sur les 30 dernières années, c'est arrivé une seule fois que le champion soit pas top 10 défense et attaque, et il était genre 11e cette année-là. C'est une année de Golden State avec KD, je crois. Donc non, on se doit d'être dans le top 10 defensive rating de la ligue, et on a les joueurs pour l'être. Donc pour moi, oui, et c'est un objectif extrêmement important et qu'on va surveiller. Et on ne sera pas dans le top 3 à l'ouest si on n'est pas dans le top 10 défensif de la ligue. Donc Ouais. l'un va avec l'autre pour moi. Alors, Najee Marshall sera titulaire en playoff. C'est à qui le tour là? Nico. Il y a une cote sur ce truc-là? Non, je mets pas c'est moi d'argent qui là-dessus, l'ai je te dis tout de inventé, suite, hein. celle-là. Je mets pas un cent dessus. Non. Pas un scène dessus. Non, mais Klay Thompson tous les jours. Rien que sur le statut, l'expérience, forcément Klay Thompson. Franchement, si Klay Thompson n'est pas titulaire en playoff, c'est qu'il s'est cassé la gueule magistralement dans la saison C'est régulière. ça. C'est ça. Ça serait très triste si effectivement il l'est. Je pense que ça sera plus par du coup un effondrement total de Clay que par une révélation exceptionnelle de Najee Marshall. Même si Najee Marshall, c'est une super bonne surprise, Klay Thompson sera titulaire au-delà de Najee, à part si il se blesse, il se fait trader ou il est vraiment affreux. Donc je vais répondre non à ta question, et j'espère ne pas me tromper, parce que ça serait con quand même pour Clay. J'ai vraiment envie que Clay il réussisse avec nous. Ok, celle-là est pour toi, Quentin. Derek Lively sera All-Star. Non. Non. C'est encore trop tôt. Il y a trop de joueurs à l'ouest qui vont prendre aussi des places. Donc, parmi les 7 places, vous savez, des postes 3, 4, 5, il va y avoir trop de places qui vont être prises. Du Jokic, du Davis, du LeBron. Enfin, voilà, je vais pas faire toute la liste. Luka, d'ailleurs, il sera peut-être. Non, il sera toujours dans les guards. Bref, Lively sera pas All-Star. Victor va l'être pour la première fois. Tu vois, à la limite, la question, c'est plus, je sais pas, je verrais plus un Chet Holmgren devenir All-Star que Derek Lively. Mais encore une fois, c'est pas un souci. Derek va nous faire une super saison. Ok. Olivier Maxence Prosper sera dans la rotation. Nico. Moi, j'aimerais qu'il ait des minutes. En rotation, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire plein de trucs. Est-ce qu'il aura des minutes? Moi, j'aimerais bien qu'il ait des minutes. J'aimerais qu'il y ait un peu de rotation. Je reviens à ce que je disais sur la faiblesse du poste 4. Mais c'est compliqué. Ça va être compliqué. Oui, Olivier Maxence Prosper sera dans la rotation des Texas Legends. Bien répondu, Quentin. Bravo. Ok, Daniel Gafford aura le meilleur pourcentage au tir de la ligue, comme la saison dernière. Quentin, c'est à toi, je crois. Parce que d'un côté, les gens qui peuvent l'être, ça va être du Rudy, par exemple, qui a perdu 4, donc il va vraiment... Allez, je vais dire
Je vais dire oui. J'ai envie d'y croire. Nico, tu es d'accord? Je réfléchissais. Ça paraît compliqué quand même. Enfin, c'est toujours pareil. L'exceptionnel de l'année dernière ne va pas forcément se répéter. Je vais dire que non. Je n'ai pas forcément un meilleur candidat là, spontanément, mais on va dire que non. Ce sera Ok, dans le ma top prochaine 5. question, Top 5 top des meilleurs. 5, allez. Avec Lively aussi, Oui, oui. du coup. Jaden Hardy, tu l'as un peu répondu tout à l'heure, Nico, c'est pas grave. Jaden Hardy ne sera plus un Maverick à la trade deadline. Quentin répond. Je pense que j'ai déjà donné mon avis sur cet aspect-là. Ouais, mais du coup, on finit l'émission en étant plutôt d'accord. Je dirais oui, ça sera plus un Maverick, ça sera un trade deadline. Beaucoup trop d'embouteillage sur les postes, le poste 2, là, comme j'ai dit. Et parmi les joueurs dont on a parlé, c'est peut-être celui qui aura la meilleure valeur marchande. Avec Zom, Dinwiddie, c'est vieux. Avec Grimes, bon, à voir ce qu'on fait, mais à la limite, il peut nous servir sur le poste 3, là où Hardy, c'est pas possible, il est trop petit. Donc, ouais, je pense que Hardy ne sera plus un Mavericks d'ici mi-février. Derek Lively prendra plus d'un tir à 3 points par match. Sachant qu'il en a pris 2 en saison régulière l'an dernier et 1 en playoff, on s'en rappelle, vous en avez même parlé Oui. un peu plus tôt. Ouais, Le ouais. nouveau Brook Lopez. Bon, après, c'est pas une finalité. C'est sympathique, mais c'est pas une finalité. En tout cas, moi, ce que je souhaite pour Derek Lively et ce qu'on lui souhaite, c'est de continuer à développer un peu son jeu dans son ensemble. Bon, pas forcément que les 3 points, c'est juste un aspect, chute extérieur globalement, mais qu'il continue à développer son jeu comme il nous a montré incroyablement déjà des qualités l'année dernière. Donc, il continue à développer ce talent fou et aussi précoce qu'il nous a montré l'année dernière. Allez. Ouais, bon, moi je suis pas trop d'accord sur développer le tir à 3 points, oui, mais vraiment dans des zones très spécifiques. Donc, tu vois, genre à angle 0 quand il est vraiment ouvert ou face au panier s'il est vraiment ouvert. Donc, il n'aura pas, je pense, de quoi prendre plus d'un tir de moyenne. On dit bien de moyenne. Ah, de moyenne. C'est-à-dire au moins 82 sur la saison. Non, je pense pas qu'il en prendra 82. Et aussi, j'ai pas envie qu'il se perde à développer un. Et je pense qu'il le fera pas, hein, mais qu'il se perde à développer un shoot à mi-distance ou je ne sais quoi. À la limite, il veut créer son shoot à 3 points très bien, mais par contre, j'espère qu'en tout cas, ça restera du tir très très proche du panier. De temps en temps, s'il est seul à 3 points, pourquoi pas, mais, euh, mais rien d'autre. Donc, non, il ne prendra pas plus d'un tir en moyenne à 3 points par match. Et puis on a des artilleurs à 3 points cette année. Je pense qu'il faut aussi non plus équilibrer l'équipe. On a un paquet de joueurs extérieurs qui sont capables de mettre dedans à 3. Bien sûr, mais d'un point de vue poste 5, si on veut effectivement dire au revoir à la saucisse de Wolfsburg, il faut que D-Live il progresse aussi à J'espère 3 que points. Maxi Kleber ne parle pas français et qu'il n'écoute pas ce podcast. C'est complètement la fin de la carrière de Maxi Kleber. Si la seule qualité qui fait, je dis ça avec le grand sourire, la qualité majeure qui lui permet encore de jouer, de gratter des minutes pour écarter le jeu et être 5 et son shoot extérieur, s'il a des concurrents aussi sur ce poste-là, ça va commencer à être très compliqué. Ouais. Bon, j'en ai encore quelques-unes, les gars. Jason Kidd sera coach de l'année, Quentin. Non, non. Non, 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 non. S'il gagne Faut le titre. développer. Non. C'est Jason Kidd. Mais non, mais de toute façon, le titre n'est pas pris en compte dans le titre de coach de l'année. C'est que la saison régulière. Ah ouais. Et tu vois, enfin, en général, c'est quand même une équipe où il y a une vraie transformation, quelque chose qui est assez nouveau. Là, je pense qu'on reste quand même dans de la continuité. Donc, allez, peut-être si on finit premier ou si on finit deuxième, très très proche, mais je pense que ça va plutôt aller sur soit une équipe un peu surprise. Par exemple, pourquoi pas le coach des Pelicans si les Pelicans nous font une superbe saison, ou des Grizzlies, ou alors sinon une équipe qui va finir très haut et très loin, du type Boston, ou pourquoi pas OKC. Donc non, je pense pas que Kidd aura le titre de coach de l'année. T'as raison, tout à fait d'accord. Ok. Bon, alors, j'en ai encore 2, les gars. La première, vous allez être un peu surpris, mais les Mavs vont avoir, en termes de moyenne de spectateurs, le plus de spectateurs en moyenne de la Ligue. C'est un peu une question piège. Je ne sais pas si vous savez combien il y a eu de spectateurs l'année dernière et à quel rang étaient les Mavs. Mais j'étais étonné quand j'ai regardé cette stat. Alors, je connais le truc par rapport en termes de taux de remplissage, on est premier.
parce qu'il y a un bail à la fin, genre Mark Cuban, il rachète les places. Enfin, c'est un peu sombre, mais on est premier en termes de remplissage des salles, je crois. Après, en termes d'affluence moyenne, je dirais que ça dépend juste de la capacité de la salle, et je crois pas qu'on a la plus grande de la ligue, donc je suis un peu perdu pour répondre. Ouais, je vais vous aider sur celle-là. En fait, l'année dernière, les Mavs étaient deuxième en termes de remplissage, avec 20 217 spectateurs par match. Et ils étaient deuxième derrière Chicago, c'est quand même assez étonnant. Donc, il y a quand même des chances qu'ils passent devant cette année. Ouais, après, la nouvelle salle des Clippers, là, cette espèce de soucoupe volante là, qui sort de nulle part, qui a l'air extraordinaire. J'ai pas vérifié le nombre de places, mais si c'est au-dessus, en tout cas, la salle a l'air incroyable. Non, 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 c'est en dessous, hein, de mémoire. C'est en dessous? C'est pas ouf, hein. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas quelque chose qui te fait au-delà de 20 000, tu vois. C'est en dessous de la Crypto.com Arena, d'ailleurs. Donc, Bon, la salle a l'air quand même extraordinaire, elle est mais extraordinaire, moins elle est de capacité. extraordinaire. En termes juste de nombre, c'est sûr que c'est en dessous de. Enfin, il me semble que c'est en dessous de ce qu'ils avaient au step, voilà, dans leur salle actuelle. Donc, ok, bon, bah écoute, on espère finir premier, hein, et que vous allez participer Allez, une dernière. à cet engouement, d'ailleurs. Et ce Ouais. qui peut augmenter les prix quand même accessoirement. Je peux dire Ouais. qu'on l'a bien vu sur le prix des places cette année, hein. C'est peut-être le seul point négatif de la belle saison. C'est que les prix ont augmenté, l'inflation. Les gars, j'ai une dernière question. C'est pour qui est-ce qui la veut? Ah, parce que c'est pour une Nico? personne. Non. Ouais, ma question, c'est que Nikola Jokic rejoindra les Mavs en 2026. Bon, bah, je laisse à Nico, celle-là. Bah, c'est impossible. Non, c'est partie des belles histoires, mais c'est des belles histoires sur le papier qui n'arriveront pas. Ouais, c'est impossible. Ils vont jouer au Star Game ensemble, ils vont aller boire une bière dans les Balkans pendant l'été. Je pense que ça va s'arrêter là sur la proximité. Ils joueront jamais ensemble. Oh, bah, c'est triste comme fin. Ah, c'est un peu triste, mais tu vois, c'est le côté journaliste. Du coup, on en a parlé de fans tout à l'heure. Là, c'est le journaliste qui parle. Oui, on est réaliste, hein, d'un point de vue contrat. Ça passe pas d'avoir les deux en même temps. Donc, à la limite, s'ils jouent ensemble, c'est à la fin de la carrière, quand ils ont tous les deux gagné 900 millions de dollars chacun en carrière, et qu'il y en a un des deux qui rejoint l'autre pour une mid-level exception ou en Europe, tu vois. Mais non, c'est pas possible qu'ils jouent ensemble l'année prochaine. Et puis même, je pense que ça reste aussi des compétiteurs. Ça serait un peu choisir la voie de la facilité. Je sais pas, je les vois pas trop faire ça tout de suite, en tout cas, de 2026, non. Si tu vois, s'il me fallait me dire, si tu avais une question en mode, allez, une superstar qui rejoint les Mavs, et bah, à la limite, si ça marche pas du tout du côté de Monsieur Damian Lillard, Monsieur Giannis Antetokounmpo, bon, tu vois, voilà. S'il fallait croire à une grosse superstar qui nous rejoint, je croirais plus à l'arrivée d'un Giannis que d'un Jokic. Waouh. Mais alors, et encore une fois, je parle d'un scénario qui a genre d'un côté 8% de chance de se réaliser, alors que de l'autre côté, c'est 1%, tu vois. Ouais, puis bon, c'est toi le CFO des Mavs là. Tu connais ça mieux que personne, les contrats et les montants, mais ça va être compliqué de faire atterrir tout ça quand même. Ah oui, oui, là, faut envoyer dans l'autre sens, hein. Ok, les gars, bah, je voulais vous remercier. Est-ce qu'on a fait le tour? Bah, j'espère, hein, À j'espère rajouter? que pour les auditeurs, on a fait le tour, que c'était assez complet. On a fait exprès de ne pas trop parler des autres équipes, parce qu'on veut justement vous en parler, hein, la semaine prochaine. Mais là, vraiment, d'un point de vue 100% Mavs, je pense on a fait le tour, et n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qu'on a oubliées à nous en faire part, ou si vous voulez nos opinions sur d'autres choses. Et je pense qu'on va enregistrer 2 émissions similaires, on va dire des choses différentes qu'on pourra ressortir à la fin de l'année prochaine pour faire preuve de toute notre mauvaise foi, évidemment, si nos pronostics, et notamment mes 58 victoires, bah, en fait, c'est un énorme échec, on verra. Bah, j'avais peut-être à la limite, Barnabé, on peut te demander un pronostic, toi, pour les Mavs, ou en tant Ah bah moi, qu'animateur, tu veux pas parler? je peux. Si, bah, je vais dire, moi. Mais moi, je vais être plus conservateur que vous, hein. Je vais dire, allez, 52 victoires. Mais en revanche, je vais garder votre top 3. Moi, je pensais que l'Ouest il y avait tellement de compétition que ça va être dur d'aller chercher les 58 ou les 56 victoires. Donc moi, j'aime votre top 3, mais je pense que ça sera 52. Ok. Après, c'est la saison régulière, c'est pas le plus important. Ça va se jouer après. Ouais. C'est vrai. Bon, ok les gars. Et, chers auditeurs, n'oubliez pas de nous donner votre 5 majeurs en commentaire. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite
Je vous souhaite un bon week-end, bien sûr. Et puis, premier match de pré-saison là, qui arrive, c'est quand même incroyable. C'est dans 5 jours, les gars. On se reparle après tout ça. Vivement tout ça, hein. Merci. Ça se rapproche, ça fait plaisir, hein. C'était un peu long le Ouais. couloir là, sans basket NBA là. Yes. Ça se rapproche, ça fait sacrément plaisir. Vivement, vivement, vivement. Allez, ciao. Salut tout À le monde. bientôt. Salut les amis.